Bonjour, aujourd'hui on va voir la planification et la gestion des activités pédagogiques dans la série des vidéos L'éducation inclusive. On va voir les points suivants. Requis en matière de planification des activités d'apprentissage dans une classe inclusive, domaine d'apprentissage et leurs composantes de planification, réseau de planification générale des activités des domaines d'apprentissage, planifier une séance pédagogique inclusive et finalement les pratiques et les ressources pédagogiques spéciales. Pour le premier point, requis en matière de planification des activités d'apprentissage dans une classe inclusive, ce qui distingue le plan général des activités d'apprentissage d'une classe inclusive de la classe ordinaire est qu'il existe des variables à invoquer lors de la planification d'activités d'apprentissage annuelles, car sans cela, la planification ne sera pas un plan inclusif. Pour les variables du plan général, on trouve le dossier médical et le profil de chaque enfant en situation de handicap, les projets pédagogiques individuels des apprenants et le profil général de la classe inclusive. Les domaines d'apprentissage et leurs composantes de planification. Selon le cadre de référence pour l'ingénierie méthodologique pour les enfants en situation de handicap, les principaux domaines d'apprentissage sont répartis en 3 domaines. Le tableau suivant montre ces domaines. On a langue et communication, mathématiques et sciences, socialisation et éveil. Pour les branches de la langue et communication, on trouve l'expression orale, la lecture et l'écriture. Pour les mathématiques et sciences, les maths, on trouve comme branche le calcul, la géométrie et les mesures. Et pour les activités scientifiques, on trouve 2 branches, la biologie et le physique. La socialisation et l'éveil, on trouve l'éducation islamique. Comme branche, on a le Coran, les croyances et les prières, la politesse et les valeurs islamiques. Et pour l'éducation artistique, on trouve comme branche les mouvements simples, les jeux individuels simples et les jeux collectifs ciblés. Réseau de planification générale des activités des domaines d'apprentissage. Pour remplir ce cadre, les actions pratiques suivantes peuvent être adoptées. Tout d'abord, examiner les programmes officiellement définis pour le niveau scolaire à partir des curriculums et des manuels scolaires. Disposer des réseaux d'apprentissage et de soutien fournis dans le cadre de référence pour l'ingénierie méthodologique au profit des enfants en situation de handicap. Aussi disposer du projet de la classe tel qu'élaboré à partir de projets pédagogiques individuels. Disposer du profil général de la classe et des groupes flexibles en question. Disposer des projets pédagogiques individuels. Sur la base de tout cela, le réseau est rempli avec des titres à sélectionner après études et consultations au sein de l'équipe pédagogique. Planifier une séance pédagogique inclusive. La planification de la leçon comprend 2 aspects, des données générales sur la leçon et la méthodologie de la leçon. Pour les données générales de la leçon, certains éléments sont généralement pris en compte dans la planification des leçons. Et on trouve dans ces données générales le domaine des apprentissages. Ça veut dire le fait de délimiter le domaine d'apprentissage autour duquel la leçon est organisée. Par exemple, le domaine de la langue et communication. Le composant du domaine, l'objet de la leçon. Ça veut dire le thème de la leçon. Le niveau scolaire, ça veut dire est-ce qu'il s'agit de la première année de l'enseignement primaire ou la 2e année ou la 3e année, etc. Les objectifs de la leçon, ce qui devrait être accompli avec les apprenants à la fin de la leçon. Et finalement, les prérequis. Cela signifie ce que les apprenants devraient avoir acquis lors de la leçon ou d'expériences précédentes, c'est-à-dire les informations, les connaissances et les compétences dont dépend la construction et l'acquisition des données contenues dans la nouvelle leçon. Pour la méthodologie de la leçon, il est possible d'adopter 3 moments de travail interdépendants dans la leçon.
Tout d'abord, le moment d'observation et de découverte. Il vise principalement à attirer l'attention et à susciter la motivation de l'apprenant à connaître le sujet pour l'aborder avec curiosité. Deuxième moment, le moment de manipulation et de construction. Il s'agit d'une action organisée et dirigée dans laquelle l'apprenant ou l'apprenante est pleinement impliqué dans le travail manuel et intellectuel. Le moment d'application d'investissement, il s'agit de consolider ce qui a été identifié et acquis par l'apprenant et l'apprenante et de le transférer dans des situations et des attitudes nouvelles pour vérifier le degré de maîtrise de l'objectif d'apprentissage visé. Donc voilà comment planifier une leçon. À l'entête, on trouve des données générales comme les domaines d'apprentissage, le composant du domaine, les objectifs de la leçon, l'objet de la leçon, le niveau scolaire et les prérequis. Et dans ce tableau, on trouve les 3 moments de travail dans la leçon. Les pratiques et les ressources pédagogiques spéciales. Donc, selon les types de handicap, on trouve les pratiques suivantes. Pour l'handicap physique, ça veut dire la déficience motrice, comme pratique proposée, le fait de choisir l'endroit le plus approprié pour que l'enfant de la classe puisse entrer, sortir et se déplacer facilement dans la salle, s'assurer qu'il a une table comme le reste des apprenants et faire attention à la sécurité de son corps lors de l'utilisation de la table, lors de la réalisation des activités qui lui sont proposées, mettre à sa disposition des outils didactiques adaptés au cours de ces réalisations physiques telles que l'écriture, le dessin, la coloration et la découpe, et mettre le tableau mural à sa disposition lorsqu'il a l'intention de se déplacer pour écrire. Pour la déficience visuelle, comme pratique pédagogique proposée, on a le fait d'effectuer une inspection de toutes les installations de l'école avec l'enfant pour qu'il les découvre, ajuste les directions et les itinéraires et choisisse les panneaux pour son orientation spatiale. Rechercher avec l'enfant au sein de la classe l'endroit à partir duquel il peut avoir une meilleure façon. S'assurer qu'aucun rayon de lumière ne bloque la vue de l'enfant. Agrandir l'écriture au tableau et sur le cahier. Permettre à chaque fois à l'enfant de s'approcher du tableau ou de s'aider du matériel didactique approprié pour vérifier la vision et à déterminer ce qu'il voit. S'adresser de préférence oralement à l'enfant et recevoir également ses réponses à l'oral. Pour les non-voyants, mettre à leur disposition les documents écrits en braille. Appeler chaque apprenant de la classe par son nom. Pour la déficience auditive, comme pratique, s'assurer que l'enfant est assis à côté de l'enseignant, éviter tout obstacle à la communication, réduire le bruit dans la classe, éviter de parler en écrivant au tableau, utiliser des mots et des phrases simples, des gestes et des images plus élaborées pour aider l'enfant à comprendre ce qui est dit, alerter l'enfant avant de commencer à lui parler en mettant une main sur son épaule, lui parler normalement sans vitesse ni lenteur avec le focus le plus fort sur l'expression claire et la bonne articulation. Mettre à sa disposition des supports visuels pour la compréhension et l'assimilation tels que les graphismes, les illustrations, les images, les tableaux, etc. Avoir recours à un apprenant ou une apprenante qui entend bien pour lui expliquer ce que dit l'enseignant. Recourir en cas de besoin à la mimique ou doter l'enfant d'une prothèse auditive avec suivi et contrôle. Handicap mental. Les pratiques pédagogiques proposées, supprimer toute distraction de l'attention de l'enfant et l'empêchement de poursuivre l'activité, contrôler les mouvements de l'enfant s'il est du genre qui ne se fixe pas sur une seule position motrice ou en assignant son propre lieu de mouvement sans déranger les autres ou s'éloigner de l'activité au cours. Attribuer à l'enfant des tâches régulières dans lesquelles son mouvement est utile et fonctionnels tels que la collecte de livres ou la distribution de papier et d'outils aux apprenants. Habituer l'enfant à accomplir des tâches et ne pas rester confiné à l'écoute. Utiliser des mots simples lorsque vous lui parlez en vous assurant qu'il ou elle les comprenne et les assimile. Utiliser des objets que l'enfant peut toucher et manipuler sous tous leurs aspects plutôt que des activités purement écrites.
Entraîner l'enfant à accomplir jusqu'au bout une tâche déterminée. Si la tâche est composée, il est préférable de la décomposer en petites tâches et commencer par la plus aisée pour l'enfant. Encourager régulièrement l'enfant à persévérer et à se concentrer. Pour les troubles d'apprentissage, traiter chaque type de trouble avec des pratiques spéciales compatibles avec la nature de chaque trouble. Ne pas soumettre l'enfant ayant des troubles d'apprentissage au même rythme des autres apprenants en lui imposant la méthode d'exécution. Dépasser les erreurs commises au niveau de la prononciation, de l'écriture, de la lecture ou du comptage, les considérant comme normales et corrigibles. Encourager l'initiative au tout progrès réalisé tout en incitant l'enfant à mieux faire. Allouer un temps supplémentaire à l'enfant pour lui permettre d'exécuter la tâche requise selon son propre rythme. Les types de remédiation pédagogique et comment appliquer la remédiation cognitive. Pour les types de remédiation, on trouve la remédiation pour éveiller le potentiel, la remédiation immédiate, la remédiation concentrée et la remédiation cognitive. La remédiation pour éveiller le potentiel, ce type de remédiation a pour objectif de réveiller et d'affiner le potentiel d'apprentissage révélé par l'évaluation diagnostique afin de qualifier le potentiel et les capacités, garantir les chances d'un bon démarrage dans l'apprentissage et l'acquisition et donner la confiance dans les capacités et le potentiel disponibles. La remédiation immédiate, c'est une remédiation adaptée à l'acquisition. La remédiation concentrée, ce type de remédiation concerne principalement la modification exacte et la confirmation du lien entre l'acquisition et son transfert dans les nouvelles situations. La remédiation cognitive, c'est l'ensemble des techniques de nature corrective visant à développer des fonctions cognitives incomplètes chez des personnes souffrant de troubles cognitifs, d'accidents cérébraux ou de troubles particuliers comme l'autisme, la dyslexie. Ces techniques sont également utilisées dans le domaine de l'école au profit des apprenants victimes de difficultés scolaires causées par des troubles fonctionnels au niveau de l'activité mentale ou de relations affectives et sociales. Ce type de remédiation compte 3 entrées essentielles et interdépendantes visant le développement et l'amélioration. L'entrée à l'amélioration du système du fonctionnement cognitif. L'entrée à l'amélioration du concept de soi et à l'évaluation des possibilités disponibles. L'entrée à l'amélioration de l'adaptation sociale et de l'insertion dans la vie active. Donc, comme manifestation de difficultés d'apprentissage, on trouve la régression du niveau d'acquisition, manque ou absence de motivation, le chahut comme moyen d'affirmation de soi. L'idiotie constitue un obstacle à l'apprentissage, l'émergence de symptômes comportementaux inacceptables, la souffrance psychologique et le retour à soi. Pour les causes et les facteurs de difficulté d'apprentissage, on a des facteurs subjectifs comme le manque de confiance et complexe d'infériorité, manque de motivation, maladie physique ou l'incapacité de suivre le niveau de la classe, troubles mentaux, négligence et manque de maîtrise de soi, prédominance des intérêts et des tendances externes, etc. Les facteurs objectifs, on trouve des facteurs familiaux et des facteurs scolaires. Les facteurs familiaux comme la désintégration de la famille et l'absence de chaleur affective, les conflits permanents entre les membres de la famille, le manque d'opportunités culturelles à la maison, etc. Les facteurs scolaires comme relation avec les enseignants, le climat psychosocial de la classe, le style relationnel avec l'administration, le modèle de relation entre pairs et à l'école, etc. Les mesures et les pratiques pour réduire les difficultés d'apprentissage. Pour les actions pratiques qui peuvent être entreprises à cet égard, les procédures suivantes peuvent être mentionnées. Personnaliser une carte pour décrire les aspects comportementaux, reconsidérer la relation entre l'apprenant et l'enseignant, s'efforcer de lui donner confiance en lui, avoir des entretiens avec la famille, résoudre des aspects de relations en classe, recours à des experts externes.
Évaluation de l'impact des processus d'inclusion. En fait, l'évaluation par l'enseignant de l'impact du processus d'inclusion devrait englober deux éléments clés au moyen desquels l'enseignant peut mesurer le degré de cet impact. L'impact de l'inclusion sur les apprenants et l'impact sur ses pratiques professionnelles. Pour l'impact du processus d'inclusion sur les apprenants, à cet égard, l'enseignant peut orienter ses outils de recherche et de mesure vers les aspects suivants: le degré de satisfaction des apprenants et le degré d'harmonie entre les apprenants et la convergence des activités dans un esprit de coopération, de complémentarité et de respect. L'impact du processus d'inclusion sur les pratiques professionnelles de l'enseignant. Dans ce domaine, l'enseignant peut se concentrer davantage sur les aspects qui lui permettent d'identifier les changements les plus importants au niveau professionnel au premier plan. Ampleur du changement d'attitude et de tendance envers les apprenants dans des situations particulière, le degré d'ouverture dans son travail aux autres acteurs et partenaires qui contribuent au soutien du projet d'inclusion de l'établissement, le degré de maîtrise de nouvelles approches et méthodes pédagogiques et des outils didactiques appropriés et adaptatifs non utilisés dans ses expériences précédentes, degré de satisfaction à l'égard des efforts et des résultats généraux obtenus au niveau des apprenants grâce à la différence enregistrée entre leur profil diagnostiqué et le profil distinctif à l'issue de chaque palier de l'inclusion. On a vu dans cette vidéo la planification et la gestion des activités pédagogiques. 5 points sont discutés. Requis en matière de planification des activités d'apprentissage dans une classe inclusive. Domaine d'apprentissage et leurs composantes de planification. Réseau de planification générale des activités des domaines d'apprentissage. Planifier une séance pédagogique inclusive. Et finalement, les pratiques et les ressources pédagogiques spéciales. Merci pour votre attention et à bientôt.